Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la vie, l'œuvre vraiment foisonnante d'Aimé Césaire. Ah oui, Césaire, poète, dramaturge et puis homme politique martiniquais. Une figure clé du XXe siècle. Exactement. Né en 1913, il nous a quittés en 2008. On va essayer de parcourir les grands moments de son existence. Une existence, c'est vrai, marquée par un double engagement. On ne peut pas les séparer, l'écriture d'un côté et l'action politique de l'autre. Oui, Et son influence, elle dépasse largement la Martinique, bien sûr. tout à fait. Alors il naît à Basse-Pointe, c'est un élève brillant, et il part étudier à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Oui, Et c'est là qu'il fait des rencontres décisives, on peut dire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran de Damas. ah ben oui, une rencontre fondamentale. C'est vraiment dans ce contexte parisien, au contact d'autres étudiants noirs, d'horizons très divers, et puis aussi avec l'influence de la Renaissance de Harlem, Oui, que le concept de négritude va émerger. C'est avec Senghor et Damas qu'ils fondent l'étudiant noir en 1934. l'étudiant noir, d'accord. Et la négritude, c'est quoi exactement à ce moment-là? C'est d'abord un rejet. Le rejet de l'assimilation culturelle coloniale, forcée, et puis c'est la revendication fière de l'identité de la culture noire africaine. D'accord, Mais Césaire, attention, il ne le voyait pas juste comme un concept racial. Pour lui, c'était plus large, un humanisme en fait, tourné vers tous les opprimés. je vois. Et c'est aussi pendant cette période parisienne qu'il commence à écrire son œuvre majeure, Le Cahier d'un retour au pays natal. Oui, c'est ça. L'écriture commence là, nourrie notamment par un voyage en Croatie, qui lui avait, paraît-il, a rappelé sa Martinique. Puis il rentre enseignant en Martinique, en 1939, avec son épouse, Suzanne Roussy. Un retour important, j'imagine. Ah oui, crucial. Parce qu'il retrouve une société martiniquaise très marquée par, disons, l'aliénation culturelle et ce qu'on appelait un peu le doudouisme, cette vision un peu Exotique. exotique, réductrice, oui. Alors, pour contrer ça, il fonde la revue Tropique en 1941. En pleine période Vichy. Exactement, un vrai acte de dissidence culturelle sous ce régime répressif. Il brave la censure. C'est aussi l'époque où il rencontre André Breton, Le pape du surréalisme. lui-même, qui va d'ailleurs préfacer le Cahier et les Arts miraculeuses. Ça marque son lien fort avec le surréalisme, même si Césaire gardera toujours son chemin propre. D'accord. Et après cette période, disons, intellectuelle et fondatrice, vient l'engagement politique plus direct. Oui, dès 1945. Il est élu maire de Fort-de-France et député de la Martinique. Et ce sont des mandats qu'il va conserver pendant des décennies. Incroyable. Jusqu'en 93 pour l'Assemblée et 2001 pour la mairie. C'est ça. Et l'une de ses premières actions politiques fortes, c'est de porter la loi de départementalisation en 1946. Alors ça peut étonner. Lui, le futur avocat de l'autonomie, qui commence par demander la départementalisation. Oui, ça a pu paraître paradoxal. Mais à l'époque, pour lui, c'était un moyen de moderniser l'île, d'obtenir l'égalité des droits avec la métropole et surtout de lutter contre le pouvoir des élites locales, les béquets, et le clientélisme. C'était une étape, en quelque sorte. Je comprends mieux. Mais attention, son anticolonialisme reste très fort. Et ça explose littéralement avec le discours sur le colonialisme en 1950. C'est une déflagration. Qu'est-ce qu'il dit de si fort? Mais Il fait un parallèle terrible, saisissant, entre la logique du colonialisme et celle du nazisme. Il écrit cette phrase choc, que le bourgeois occidental porte en lui un Hitler qui s'ignore. ah oui, c'est waouh, c'est direct. Il lui reproche en gros de condamner Hitler non pas pour le crime contre l'homme, mais pour le crime contre l'homme blanc. C'est très puissant. Et son parcours politique, il n'est pas linéaire non plus. Il adhère au Parti communiste en 1945. Oui, mais il rompt avec fracas en 1956. Pourquoi cette rupture? C'est lié à la déstalinisation, aux révélations du rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Ça le laisse, il le dit lui-même, dans un abîme de stupeur, de douleur et de honte. Et puis il critique aussi l'attitude du PCF sur la question de la décolonisation, notamment en Algérie. D'accord. Et c'est là qu'il fonde son propre parti. Exactement. Le Parti progressiste martiniquais, le PPM. Et à partir de là, il va militer pour l'autonomie. Son idée évolue. La départementalisation visait l'égalité, mais il constate ses limites et cherche une voie plus spécifique pour la Martinique. Et il va rester cette figure politique et morale très influente jusqu'à la fin de sa vie. Tout à fait. Comme maire, il mène une politique culturelle très active à Fort-de-France. Il crée le CERMAC, par exemple, le service municipal d'action culturelle. Ah oui, Oui, pour promouvoir les arts populaires locaux.
Et puis il réagit très vivement contre la loi de 2005 sur les aspects positifs de la colonisation. Ça l'avait mis hors de lui. Et il soutient Ségolène Royal en 2007. Donc Aimé Césaire, c'est vraiment cet homme aux multiples facettes. Le poète du nègre fondamental, Oui, l'intellectuel engagé contre l'oppression, quelle qu'elle soit, et puis l'homme politique sur la très longue durée, avec ce cheminement complexe de la départementalisation vers l'autonomie. c'est exactement ça. Et sa mort en 2008, ça a été un moment d'émotion immense. Il a eu des obsèques nationales en Martinique. Il repose au cimetière La Jaillot. Et il y a une reconnaissance nationale aussi, en métropole. Oui, depuis 2011, il y a une inscription qui lui est dédiée au Panthéon. Elle salue l'inlassable artisan de la décolonisation, le bâtisseur d'une négritude universelle, bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. C'est une belle formule. Très belle. Et sur sa tombe, il y a ces mots tirés de son œuvre Elle. La pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. Magnifique. Une œuvre et une vie qui continuent vraiment de résonner. Et ça nous laisse peut-être, pour prolonger la réflexion, avec une question. Oui. Ce concept de négritude qui a été forgé dans ce contexte anticolonial des années 30-40, comment est-ce qu'il dialogue aujourd'hui avec les enjeux identitaires, les enjeux universalistes de notre monde actuel? C'est une vaste question.